Aujourd'hui, on commence un nouvel épisode de Table Ronde. Je suis entourée de personnes qui bossent en 3D en tant que 3D artiste. C'est bien ça qu'on dit? Oui. Il y a plein de noms. Donc William Fiorentini et Julie Chapelle, et aussi accompagnée de Laura Massot. Exactement, c'est ça. Qui bosse en marketing au sein de l'Institut français à Londres. Vous voulez peut-être dire dans quel studio vous travaillez, parce que en tant qu'artiste, vous êtes dans des studios et pas dans des entreprises ou... Oui, alors ça reste des entreprises, mais oui, dans le jargon du métier, on appelle ça des studios. Ouais. Oui, je dirais que ça relève du privé, peut-être. C'est des sous-traitants aux studios de production, justement, qui du coup font les films, qui produisent les films au cinéma. Et ouais. Super. Bon, donc aujourd'hui, on va parler des films d'animation. Donc, vous êtes spécialement là-dedans. Toi, plus dans la pub, William, et toi, plus on peut parler animation et film film. d'animation. Ouais. Ouais. Et du coup, moi non plus, je me suis pas présentée, mais moi, je suis technicienne vidéo. Et nous deux, on aime beaucoup les films d'animation. Ouais, c'est si je me trompe pas. Plus personnelle. Et qu'on ouais, va partager. c'est intéressant parce que peut-être ceux qui nous écoutent, ils connaissent pas forcément tout le monde extérieur et la création des films d'animation. Et là, on a deux professionnels qui sont avec nous, donc on va pouvoir un peu débattre sur ça et savoir plus là-dessus. Donc, on va quand même dire que les films d'animation, c'est pas pour les enfants. C'est vrai qu'on se posait la question de la différence entre film d'animation et film 3D, parce que moi-même, je savais pas vraiment, tu vois, comment définir et différencier les deux. En fait, c'est genre le film d'animation, ça englobe un peu tout, et les films d'animation 3D, c'est vraiment une branche spécifique, parce que tu peux avoir des films d'animation en 2D, des films d'animation stop motion. Donc en fait, ouais, c'est juste une partie. Mais après, la 3D, tu peux aussi la retrouver dans des effets spéciaux sur des films en prise de vue réelle, en fait. Donc, en fait, c'est juste que c'est un aspect c'est hyper général, le film d'animation, puisque ça englobe tout, comme a dit Julie. Mais effectivement, tu as plusieurs styles d'animation, et en général, les gens ont tendance à regrouper l'animation dans les films, je dirais, plus animation 2D, comme Spider-Man, Spider-Verse, ouais. ou sinon les films Pixar ou les Ghibli. C'est juste, c'est pas vraiment, disons, la 3D ou la 2D qui définit un film d'animation, c'est plus son histoire. Et le style, c'est vraiment à part. C'est vraiment autre chose. C'est un médium que certains directeurs ou studios veulent prendre en main et avoir, et se servent de ça pour raconter leurs histoires, mais ça définit pas vraiment le film, quoi. Et moi, c'est vrai que j'ai une question un peu bête, mais parce que j'ai déjà vu des documentaires, ils montraient comment on faisait les films d'animation avant. Et ils montraient en fait plein d'images que tu fais défiler et que tu as les dessinateurs qui dessinent chaque séquence de la scène. Est-ce que ça se passe encore comme ça ou pas aujourd'hui ? Alors oui, ça du coup, c'est les films d'animation en 2D. Ah, ok. Ouais. Du coup, qui se font image par image, ouais. Oui, après, donc le stop motion, ça fait partie d'un des médiums utilisés pour les films d'animation, qui est totalement différent de ce que nous on fait. Donc, c'est quelque chose sur lequel je dirais qu'on n'a pas forcément bonne connaissance, mais c'est la manipulation de marionnettes, mais dans la prise de vue en réel, un peu comme Pinocchio, quoi. Et sauf que du coup, les images sont prises frame par frame pour faire une animation. Donc, ce qui est vraiment différent de ce que nous on fait. Il y a ça inclut pas du tout de 3D. Ouais, donc vos studios ne font pas ça, c'est vraiment 3D. Voilà, nos studios en tout cas non. Je sais que, je n'ai pas souvenir qu'il y ait des productions stop motion dans certains studios, mais il y a des studios qui sont spécialisés là-dedans, ça c'est sûr, c'est certain. Et, comme Chicken Run, ça c'était aussi stop motion ou pas ? Non, c'est de la 3D. Mais par exemple, voilà, c'est Gromit. C'est très. Oui. Voilà, c'est pâte à donc c'est un effet pâte à modeler. Ouais. Sinon, il y a Isle of Dogs, je crois. Oui, de Wes Anderson. Voilà, qui est du stop motion. Et j'avais un film en tête, mais je ne l'ai plus là. C'était un film qui est pas si. Qui a pas si vieux que ça. Il y a Ma vie de courgette, non, un film français. Non, c'est un film américain, je crois, mais je sais Okay. plus. J'ai plus le titre. D'accord. Bon, on va y revenir sur tous les aspects de la 3D et aussi de comment on vous appelle aussi, parce que si on dit 3D artiste, VFX,
éditor, je sais pas, mais... Je dirais qu'éditeur, c'est plus les gens qui gèrent la timeline de ta production, que ce soit un épisode, un film ou même une simple vidéo, c'est les codes des rushs et tout et tout. Je dirais qu'en plus, se définir comme 3D artiste, peut-être. Je sais pas. Il y a plein de termes qui diffèrent vachement de l'anglais et du français, que les gens ne connaissent pas forcément, ce qui est plutôt normal. Mais on peut dire artiste 3D ou Oui, c'est parce que c'est facile pour tout le monde, je pense. en anglais, de manière générale, ce serait CG artist, mais en français, ouais, Ouais, voilà. 3D artist, ouais. Disons que je ne sais pas c'est quoi les termes en français, mais les vrais termes utilisés dans les studios en France. Je sais qu'il me semble qu'il y a le terme infographiste qui est utilisé, mais infographiste 3D, ou même technicien de surface, par exemple, pour ceux qui bossent des textures en 3D. Enfin, il y a beaucoup de termes selon les studios. Et même en anglais, les termes peuvent varier selon les boîtes de production. Voilà, mais même nous, entre chaque il y a énormément de métiers, on s'en rend pas forcément compte. Et du coup, il y a beaucoup de noms en fonction de ce qu'on fait. Par exemple, avec William, on fait déjà même pas la même chose. Donc, on a un nom différent. Moi, je suis lighting artist, un peu compositing aussi. Donc, c'est tout ce qui est éclairage, finalisation de l'image. Et par exemple, William, il sera plus sur ce qui est environnement. Ouais, je te laisse. Ça s'appelle, je dirais, le terme en soi, c'est asset. Ce qui regroupe du coup juste les objets. Donc ça peut être une table, ça peut être genre une trousse, ça peut être un piano, même une salle entière. Un décor. Les décors, c'est pas forcément considéré comme asset, c'est plus environnement. Okay. Et en général, les environnements sont vraiment, c'est un département, je dirais, très très différent de ce qu'on fait, même si les tâches sont quasiment les mêmes, sauf que la taille de leurs objets, de leurs tâches est beaucoup plus grande que celle en asset en général. Bien sûr, il y a beaucoup de similarités, mais c'est vrai que en asset, ça peut être, donc, comme je disais, une tasse ou une table, mais ça peut être aussi l'armure de Iron Man, ça peut être le bouquet de Captain America, ou même un robot Transformers. Et du coup, moi, je m'occupe plus de la partie, ce qu'on appelle modeling, texture et look dev, ou look development. Donc modeling qui peut se rapprocher de la sculpture. En soi, c'est faire l'objet qui nous est demandé. Ensuite, le mettre en texture, donc lui appliquer des matériaux, lui appliquer des couleurs, s'il est propre ou plus ou moins sale, la poussière, de la boue, toutes sortes de projections donc de texture sur l'objet. Et le look development, ça sert en général, à vérifier si les matériaux fonctionnent dans leurs environnements. Et de manière générale, on le teste dans un studio neutre, donc comme les studios photo en soi, parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur. En général, c'est du gris qu'on utilise, ou du noir ou du blanc. Mais si on veut tester nos matériaux, on les teste avec des lumières sans couleur, comme ça on voit s'ils fonctionnent bien dans n'importe quel environnement. Mais aussi, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce qu'on appelle des HDRI, donc c'est High Dynamic Range Image. En gros, c'est une image panoramique qui a été prise sur le tournage, dans l'environnement dans lequel cet objet va être placé, et ensuite on le teste en lumière. Voilà. Mais tout ça, vous testez, mais tout est numérisé. Il n'y a rien de réel. Il n'y a rien de réel. Il se peut qu'on fasse les objets du tournage. Par exemple, il y a eu une période où je devais faire une simple tasse à café en plastique, style un peu Starbucks, qui était réelle sur le set, mais que j'ai dû refaire en 3D puisque la tasse était animée d'une façon très particulière qu'on ne peut pas reproduire en réel. Oui, tu avais même l'objet en main. J'avais même l'objet en main, et il a fallu que je le reproduise, je dirais pas la perfection, mais il a fallu que ça ressemble, je dirais 90%, l'objet qu'il y avait sur le set, pour qu'ensuite on puisse le remplacer par l'objet 3D, l'objet
virtuel. Parce que souvent, c'est ça, vous reprenez les choses de la vraie vie, on va dire, de la réalité, et vous essayez que ça ressemble au maximum. Ça dépend de ce qu'on vous demande, mais Oui, ça souvent, dépend ce qui est demandé. Je pense qu'en publicité, c'est beaucoup ce qui se passe. Nous, par exemple, au film d'animation, on va venir beaucoup plus styliser le côté du rendu, faire un peu les de dessin, textures. Donc, retrouver il y aura le un dessin côté que- un peu pâte, Il y a dessin, un côté beaucoup peint. plus artistique Plus que artistique, ouais. simplement reproduire, je dirais, la réalité. C'est très grossier, mais c'est un petit peu je dirais, la différence entre le domaine de Julie et le mien. Ouais, parce que bon, c'est vrai, la publicité, là, quand tu vois les pubs des burgers, à chaque fois tu dis mais c'est pas possible, ils sont trop parfaits leurs burgers, ils peuvent pas être réels. Alors, mais en fait, ils sont tous modélisés. En fait, plus ou moins, je pense que ça dépend des pubs et de ce que l'on veut montrer. En général, les pubs slow motion avec les burgers et les couches de nourriture qui tombent et tout, ça, en vrai, ce sont des prises de vue réelles, Ok. avec je dirais, du matériel assez high-tech pour justement faire des ralentis, des lumières, enfin des mouvements de caméra. Et souvent aussi, par exemple, la glace, j'avais vu ça, que la glace, c'était pas de la vraie glace, parce que sinon ça fondrait avec tous les spots lumineux. Du coup, ils utilisent je sais pas exactement ce que c'est, mais ils utilisent des genres de pâtes. Ils mélangent avec de la colle ou des trucs comme ça pour que ça tienne sur le set. Voilà, disons qu'en gros, oui, voilà, c'est juste histoire d'avoir le look qu'il faut lors du tournage, même si c'est pas forcément un vrai burger. Si ça, la tête c'est d'un burger et que ça représente exactement ce que je dirais la boîte veut faire représenter, oui, dans ce cas, oui, ça se passe comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de c'est toujours de la 3D ou c'est toujours du réel. Je pense que ça dépend énormément de la façon dont on veut shooter du coup la pub ou même le film ou même Du budget aussi. voilà, ça dépend du budget, mais je pense que c'est un côté qui est en dehors de ce que nous on fait. Mais en soi, la façon dont on fait les choses dans les films ou dans les pubs ou dans les séries télé dépend énormément effectivement du budget, mais aussi de ce qu'on veut raconter. Et aussi, du coup, les moyens. Parce qu'on ne peut pas faire Le un shot budget. océan avec le Titanic en prise de vue réelle, c'est pas vraiment possible. Mais voilà. Après, même nous, en film d'animation, on reste assez... Enfin, même si ça peut être stylisé parfois, on s'inspire beaucoup du réaliste, en fait. Parce que même... Alors moi, du coup, je suis lighting artist, donc je vais venir placer des lumières. Et du coup, en fait, c'est pareil, on s'inspire vraiment du réel, comme si on prend des références, des photographies, des choses comme ça, pour que ce soit pas incohérent, en fait. Il faut que ça fonctionne... que d'un point de vue physique, ça fonctionne aussi, même en animation. Même placer le soleil, si le soleil arrive sur la droite et que les rayons, ou même l'ombre sur la peau serait à gauche, bah, ça irait pas ensemble. Bah, du coup, plus, Oui, c'est ça. que... Enfin, il faut que ça marche. Ou même d'un plan à l'autre, il faut que la source de lumière soit toujours du même côté, sinon il y a un problème. Enfin, Ouais. Ce qui peut ne pas arriver parfois, puisqu'on peut briser les règles et justement déplacer le soleil pour que ça serve du coup le shot en question parce que c'est pas simplement on shoot quelque chose et c'est terminé, c'est plus on veut, parce que avant je dirais la phase de shooting ou même la phase 3D, il y a toujours les moments du coup d'écriture et de storyboard. Et c'est là où on va un peu réfléchir à la composition de l'image, mettre en valeur le sujet. Et il en vient ensuite le concept art, donc qui est vraiment la phase 2D, même parfois 3D, donc ça implique de la 3D, mais c'est plus 2D, c'est illustré de manière, je dirais pas grossière, mais vraiment de manière très, très, très artistique, le shot en question, et on dirait, puisque les concept artistes souvent peignent ou dessinent du coup le shot, et ils se disent, voilà, on imagine la lumière de ce côté-là, avec cette composition de ce côté-là, les montagnes plus ou moins au fond, et comme ça après nous on a une idée de ce qu'on doit faire en 3D pour le reproduire. Donc même en 3D, avant vous avez quelqu'un qui va dessiner ou peindre. Les concept artistes. Oui. Ok, bon, donc du coup le dessin animé ça vient bien de là. Le dessin animé, film animé, l'animation en tout cas ça vient bien de... Je dirais que ça peut se rapprocher vu que la 2D est impliquée, mais c'est encore autre chose.
Oui, mais du coup, même s'il y a de la 3D et tout va être refait, et c'est pas du Oui. dessin, il y a quand même. Oui, un il y a une base 2D, mais même, Ok. même sur des films prises de vue réelles, en fait, on fait ce qu'on appelle un storyboard. Donc, c'est dessiner, avoir une idée de tous les plans et de l'enchaînement des actions, etc. Donc, ça, que ce soit film d'animation ou prise de vue réelle, il y a toujours une base de dessin 2D parce que ça va plus vite. D'un point de vue financier, ça coûte moins cher de se dire, OK, on va tester plein de trucs comme ça vite fait en 2D, et puis après, OK, on part là-dessus, on va pouvoir le produire soit en 3D, soit n'importe quel moyen, mais il y a toujours une il base. arrive que le storyboard se fasse aussi en cours de route pendant le tournage aussi. Parce qu'il se peut que le storyboard, donc les dessins au crayon des vignettes, des shots, rentrent super bien sur la feuille, mais ne rendent pas la même chose sur caméra. Ouais, donc storyboard, pour rappeler, c'est image par image. C'est dessiner les petites vignettes qui représentent en gros le cadrage de chaque shot, de chaque rush qui seront filmés. Ouais. Voilà. Et justement, je me demandais si vous deux, vous dessiniez avant de faire le pas de passer à la 3D. Non, c'est toujours le concept artiste du coup, là. C'est ça. Non, non, en soi, le dessin, c'est propre à n'importe qui. C'est pas forcément du concept, c'est juste, tu peux très bien ne pas être dans le monde de l'art et faire des petits sketchs, des petits brouillons pour juste t'éclater. Ouais. Ça, je pense que y a beaucoup de gens qui le font. Mais il est vrai que je dirais que dans notre parcours, parce qu'on a fait une école avant d'arriver dans le monde professionnel, il a fallu qu'on apprenne à dessiner, à avoir les bases de l'anatomie, de la perspective, de l'architecture, au moins pour qu'on sache ce qu'on va faire en 3D. Puisque, il y a beaucoup de gens maintenant qui débutent la 3D sans avoir touché au dessin, mais je dirais que dans une école, c'est un peu les prérequis. Mais pour répondre à ta question, oui. Moi, je dessinais beaucoup avant. Beaucoup maintenant, mais je dessinais énormément avant, d'ailleurs, je dessinais des trucs mais qui n'ont rien à voir avec ce que je fais maintenant, mais voilà. Oui, du coup un peu pareil à l'école, et en fait c'est bien parce que ça permet d'aiguiser beaucoup l'œil, en fait, de s'entraîner à observer les formes, les cadrages, les trucs comme ça, et la perspective, etc. Donc ça permet d'avoir un bon œil, et après du coup ça aide beaucoup en 3D. Et aussi après pour les poses, parce que nous on s'occupe plus de la partie visuelle, mais tous ceux dans le cinéma d'animation, ceux qui sont plus animateurs, c'est pareil pour le mouvement, pour l'acting, tout ça. Le fait de dessiner, ça aide beaucoup aussi. Et il me semble que, alors je suis pas animateur, mais le plus souvent lorsqu'il y a des retours sur des animations, les retours sont faits en dessin, donc frame par frame, et les gens dessinent, du coup ceux qui donnent les retours dessinent par-dessus la 3D. Pour justement illustrer un meilleur mouvement, parce que je ne sais pas si c'est plus facile ou du coup plus lisible, mais en tout cas c'est ce qui est fait. Ouais, voilà. Plutôt que de le dire à l'oral en 10 phrases, voilà. peut-être plus simple en un dessin, quoi. Je pense, mais après je pense que chacun a sa façon du coup de faire les choses, mais c'est même pas uniquement propre à l'animation, c'est dans n'importe quoi. Lorsqu'on est en meeting et qu'on a des retours sur n'importe quel, je dirais, shot ou même genre travail en phase de progrès, il y a toujours des lignes qui sont dessinées dessus pour illustrer du coup ce qu'on veut dire, puisque c'est plus facile. Voilà. Ok. Vous pouvez nous rappeler un peu le process et les artistes qu'il y a au sein des films d'animation? Je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a énormément, et je veux pas dire de bêtises, puisque j'ai peur d'oublier des gens. Mais en tout cas, dans tout ce qui est 3D artiste. La partie production, du coup, peut-être. Je dirais, du coup, la partie production, tu commences d'abord avec ce qu'on appelle la prévise. Donc, du coup, alors, c'est exactement ce que... Alors, la partie prévise de la partie production, faut pas l'oublier parce que surtout, eux aussi travaillent énormément. Je dirais qu'ils vont modéliser et mettre en lumière et mettre des textures et des matériaux de manière très grossière à ce qu'on ait un visuel rapide du shot en question, par exemple, ou de la séquence en question. Donc ça, c'est le premier truc quand on arrive sur le logiciel, que la première personne qui va toucher le logiciel en général, faire. si tu veux, tout ce qui est modeling, texture et look dev sont en début de chaîne. Mais avant ça, peut-être qu'on aura des caméras, on aura peut-être des modèles
très grossiers qu'on aura reçus en 3D pour justement les réutiliser. Le concept art, en général, c'est la personne qui va conceptualiser, du coup, qui va dessiner, conceptualiser le cadrage, ou même l'environnement dans lequel la séquence se déroule, le film se déroule. D'accord. Donc, par exemple, si un film va être tourné dans New York, si c'est à New York dans le futur, comment est-ce qu'on va l'imaginer? Donc il y aura toujours plusieurs artistes qui vont dessiner leur vision de New York dans le futur. Et ensuite, une fois que le coup, ça a été approuvé, dans ce cas, il y aura ce qu'on appelle la prévise et le layout, qui eux vont mettre de manière très grossière les bâtiments de New York et avoir un mouvement de caméra pour ensuite présenter au client pour leur dire voilà, est-ce que ça vous convient. Si ça convient, dans ce cas, le shot je dirais, est en marche pour être mis dans la timeline. Mais avant ça, il y a du coup construire tout l'environnement qu'il y a, donc les bâtiments, s'il y a des gens, il faut les animer, il faut les modéliser aussi. S'il y a beaucoup d'objets dans la rue, par exemple, je sais pas, des sacs poubelles ou même des journaux, des lampadaires, des voitures, il faut les modéliser et ensuite, ça fait, je dirais grosso modo, ça fait ton shot. Voilà. Et du coup, les modeling, texture, look dev s'occupent de tous les objets. Ce que toi tu fais, c'est ça? Oui, voilà. Mais encore une fois, ça dépend énormément du shot, puisque les environnements artistes peuvent aussi s'occuper de ces objets-là. Mais ensuite, je dirais que voilà, si on respecte le pipeline, ça va dans cet ordre. Et ensuite, on vient du coup le lighting. Joli. Donc, moi. Plus vers la fin, c'est ça? Voilà. Donc c'est pour finir. Oui, mais en fait, ça se divise, je pense, à partir Ça se divise en 2 colonnes. À partir du moment où il y a un premier modeling, il y a tous les personnages tout ce qui doit être animé qui va partir dans le département du rigging. Okay. En fait, c'est les riggeurs, donc ils vont poser un squelette en fait, sur les personnages, les objets, pour que les animateurs après puissent faire leur travail. Ouais. Et puis, du coup, animer les personnages. C'est un peu comme Pinocchio. Du coup, Pinocchio, la marionnette, on la manipule grâce à... Alors, je sais pas c'est quoi l'objet en question, l'espèce de croix, mais voilà, avec les ficelles, plutôt que du coup on le manipule avec ça, plutôt que de bouger ses bras manuellement. Voilà. Du coup, mais il arrive quand même qu'on touche l'objet en question pour l'animer, mais il est préférable par sécurité du coup de mettre des squelettes, des contrôleurs pour pouvoir les animer. Par exemple, les animaux, c'est sûrement plus simple de mettre un squelette et repartir sur le squelette de base. Alors, je pense que ce qui est plus facile à mettre en squelette, en rig, ce serait des objets comme ceci. Ouais. Puisqu'il y a une noire 2, 3. Oui, mais ça, par exemple, ça va pas bouger, à part si on veut le faire... Oui, voilà, ça va pas bouger. Mais en général, tout a un squelette, sauf, je dirais, en environnement. Je vais pas dire de bêtises quand même en environnement parce que je ne suis pas en environnement. Mais je connais des gens Après, ça dépend. Même ta tasse, ça dépend si c'est animé. Par exemple, dans dessin animé de façon très cartoon, ta tasse, elle va peut-être pouvoir bouger. Donc, ça dépend vraiment du style et de ce qui est voulu, quoi. Donc, en fait, n'importe quoi a un squelette. Oui. Okay. Donc voilà. Et puis du coup, nous en lighting, on rassemble tout ça. On récupère l'animation, on récupère tous les objets qui ont été texturés. Et du coup, on a une scène entière et donc nous on fait le lighting. Du coup, parce que sinon on récupère le truc, c'est tout noir, donc on regarde par la caméra, on voit rien. Donc nous on vient éclairer en se basant sur des références ou sur des color scripts en animation. Enfin même pas qu'en animation, mais. Color script, color script, c'est ce que vous avez eu en pré-prod. Ils ont décidé ce qu'ils voulaient avoir comme lumière et après vous le faites en fonction de ce qu'ils vous ont dit. C'est ça. Okay. Mais avec votre patte d'artiste, on peut dire aussi. Oui, après on a quand même un peu de flexibilité. Et puis sur un color script, ils vont pas te faire tous les plans, donc tu auras l'idée globale de sur toute cette section de plans, on a un lighting un peu comme ça. Mais bon, après, tu as plan champ contre champ et il faut que toi, tu aies un lighting logique sur le contre-champ. Donc voilà. Et donc, une fois qu'on a placé notre lighting, on va venir faire un rendu d'image. Donc là, il y a beaucoup de paramètres, d'optimisation. Et en fait, on va envoyer tout ça calculé sur des machines. Et donc à la sortie, on récupère nos images. Ok. Et donc ça aussi, c'est toi qui fais une scène 3D, quoi. En lighting, c'est toi aussi qui fais ça, quoi. Oui, donc c'est ce qu'on appelle le rendering, mais c'est assez lié. Et donc voilà. Et après la sortie, ça part tout en compositing. Donc compositing, ils viennent
tout récupérer. Donc pas forcément uniquement les rendus 3D. Donc moi en animation aussi en général on récupère que de la 3D, mais par exemple en publicité ou dans des films de prise de vue réelle avec des effets spéciaux, on va pouvoir venir récupérer l'environnement, les personnages, peut-être un fond au loin fait par ce qu'on appelle le département matte painting, qui font vraiment les arrière-plans très loin, mais du coup c'est que de la 2D. Donc voilà, et donc on vient récupérer tout ça. Et après c'est tout ce qui est post-production, editing, montage, mais ça c'est Colorisation. plus ton domaine. Voilà. D'accord. Nous, ce qui nous a marqué, donc étant enfant bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on a commencé à regarder la télé, on va dire, ou les films, le cinéma, mais aussi ce qui nous a marqué à l'heure d'aujourd'hui, parce que je pense qu'ici on aime tous les films d'animation, et montrer aussi que les visions entre enfants et adultes est totalement différente, ce qui est normal quand on est adulte, mais dans les films d'animation aussi il y a un vrai gap qui se fait. Et voilà. Donc je vais vous poser une première question, c'est quoi le film d'animation qui vous a fait le plus peur? Donc on peut comparer entre aujourd'hui et pendant qu'on était enfant. Moi je pense que ce qui m'a fait peur quand j'étais petit, c'est quand j'ai vu Monstres et compagnie, les monstres qui sortent des portes et des placards. Je crois que ça m'a fait vraiment, ça m'a un peu traumatisé jusqu'à un certain âge quand même. Même si parfois j'arrive quand même à avoir des silhouettes de mon porte-manteau, de mon manteau sur ma chaise qui forment des... Voilà. Mais sinon je pense que ça m'a un peu traumatisé, mais dans le sens où ça m'a fait peur quoi. Même si j'ai énormément aimé le film. Et alors, je l'ai pas regardé depuis, mais je sais que j'ai vu certains clips. Je sais que... certaines séquences. Certains clips, certaines séquences. Je pense que ça ne fait pas du tout peur, mais je pense que c'était logique quand tu es enfant que ça te fasse un peu peur. Je pense qu'il y a certaines personnes dont ça n'a eu aucun effet, mais j'étais assez sensible du coup. T'avais peur de regarder si t'avais un monstre sous le lit ou un monstre dans le placard. Ouais, c'est surtout tu sais, quand il fait tout noir dans la maison et que tu rentres dans ton lit, t'es en bas dans les escaliers et que tu dois monter dans ta chambre et il y a toujours quelque chose. T'as toujours peur qu'il y ait un bras qui sort de ton lit en dessous, mais bon, je pense que passer 10 ans quand même, c'est... Non mais vous pensez que les films d'animation, ça a eu un impact sur les peurs qu'on a pu avoir en étant petit, ou qu'on est toujours peut-être, avoir peur du noir, parce qu'il y a encore des adultes qui ont peur du noir. Bah ouais, je pense. Alors moi c'est marrant parce que ceux qui m'ont fait peur c'est Alice au Pays des Merveilles. Le dessin animé. Ouais, ouais. Le dessin animé. Et, je comprends, il y a un côté et très une scène dérangeant. dans Dumbo, c'est la parade rose où il y avait des éléphants qui sont dédoublés et qui dansent partout. Et je me suis dit en fait qu'il y avait un point commun entre ces deux peurs. C'est qu'en fait je crois que les deux, ça fait un peu sous emprise de drogue, je crois, la scène de Dumbo et dans Alice au Pays des Merveilles. Et du coup, et les deux font un peu folie, drogue. Et peut-être que, je sais pas, quand j'étais petite... le fait d'aller dévier vers cette folie, ça me stressait, ça me faisait peur. Je me disais, c'est pas rationnel, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il représente? Je comprends pas. En fait, je crois que je comprenais pas et ça me faisait peur. Et du coup, je le comprenais pas avant, mais aujourd'hui, je le comprends un peu mieux. Et du coup, maintenant, les films qui parlent de ces sujets-là, ça te met toujours dans un état un peu bizarre. Ouais, c'est vrai, parce que genre Requiem for a Dream, ça m'a vachement marqué. J'ai regardé ce film où du coup, ils prennent de l'héroïne. Et pendant 2 heures après le film, je sais pas, j'avais l'impression d'être moi-même droguée et bloquée. Je me disais, oh, c'est horrible, voilà, mais ils vont dans une tête d'échéance, et c'est affreux, ils se bousillent tellement. Et ouais, j'avais pas... Tu devrais regarder la série Euphoria, je pense que tu serais pas déçue. Je l'ai regardé aussi, ouais. Mais ça m'a moins fait le même effet. Genre, je sais pas, c'était plus esthétique. Et du coup, ça m'a plu pour l'esthétique. Mais par contre, Requiem for a Dream, ça m'a fait un truc... pas bien quoi. mais du coup, les derniers Alice au Pays des Merveilles, qui ont été plus en mode film, on va dire, film... De Tim Burton, je crois. Ouais, il y en a eu plusieurs, je crois, si je me peut-être. trompe pas. Oui. J'en ai eu aucun, je ne peux pas dire. J'ai vu Tim Burton, ouais. Mais du coup, ça t'a replongé dans cette peur que tu avais enfant, ou Non. Pas du tout? Non, pas du tout. Je sais pas. Peut-être qu'ils l'ont moins exploité, ce côté-là. C'était autre chose. Je sais pas. Et toi, Julie? Alors oui, il y en aurait plusieurs, mais il y avait Babar avec la scène de la mort de
de la mère de Babar. Je sais pas pourquoi, mais ça m'avait traumatisée. C'était assez brutal comme truc. Et après, sinon, dans Rox et Rookie, c'est du coup un chien et un renard qui sont amis. Et puis, J'adore. puis après, t'as le chien qui commence à chasser le renard. Puis t'as une espèce de grosse scène avec un ours géant qui vient se battre contre le chasseur. Et ouais, ça m'avait pas mal marqué cette séquence. Et pareil, je l'ai pas revue et j'ai pas envie de la revoir. Ça m'avait pas mal traumatisée aussi. Ouais. Bah, moi, c'était aussi Monstres et compagnie. Je l'ai vu assez tard, je l'ai vu peut-être à 13 ans. Ça me faisait flipper quand je voyais que tous les monstres pouvaient rentrer. Et en plus, il y en a, ils sont un peu flippants quand même si c'est un peu cartoon et c'est mignon. Il y a plein de couleurs, c'est folklorique, on va dire. Mais ouais, c'est juste cette façon de... on peut venir chez toi quand on a envie, quoi. Genre, t'es pas en sécurité. Et il y a aussi... c'est bizarre, mais bon, moi, je regardais beaucoup Kirikou quand j'étais petite. Et il y a une scène où il y a... Je sais plus, c'était un animal trop bizarre qui avalait tout l'eau. Et il fallait aller le tuer. Ah oui, je vois, oui. Et pour que... le fourmilier Je sais plus, je crois que c'était le exactement fourmilier ce qui que c'était. buvait, oui, l'eau de la source. Mais du coup, je crois que c'est Kirikou qui doit tuer cet animal et pour que l'eau soit de Oui, nouveau mais c'est libre. quand il part sous la terre, là, Ouais. non, Et ça, c'était trop bizarre. Et ouais, c'était... Peut-être claustrophobie. Ouais, un peu. Bah, maintenant, je suis un peu claustro. Mais ouais, je pense que ouais, ça a un peu un impact sur nous quand on grandit, je pense. Ah oui. Je pense ça dépend de chaque individu. Mais il y a beaucoup de gens, je sais, qui ont été un peu traumatisés par le voyage de Chihiro, notamment la scène avec les parents de Chihiro qui deviennent des cochons. Ouais, et c'est pas le fait qu'ils deviennent des cochons, mais c'est plus la mise en scène du coup de la séquence qui est un peu genre... c'est bizarre. Mais voilà. C'est très imagé, quoi. Mais ouais, c'est très sale. Mais même juste en général, ça fait très, très, très longtemps que j'ai pas vu ces films, mais... je sais plus comment s'appelle le personnage qui est tout noir et gluant qui est dans le voyage de Chihiro du coup, je sais plus son nom avec le masque, je sais plus du tout, et quand il se répand et qu'il poursuit Chihiro, du coup c'est et malaisant. puis même quand il mange et qu'il devient énorme là. Moi je suis contente d'avoir vu ces films très tard. Je devais être en BTS audiovisuel et je les ai vus tard, et je suis contente parce que je pense que ça m'aurait traumatisée même étant... je devais avoir 18 ans, je les voyais, ça me mettait dans un inconfort. Je me disais, mais enfant, j'aurais pas pu voir ça, quoi. Je pense que tous les films ne sont pas faits pour les enfants, déjà. Et ces films sont magnifiques et ils ont vraiment un truc à apporter. Mais il y a un âge où je pense qu'il faut savoir ce qu'on regarde, quoi. Après, je pense que ça dépend un peu comment tu as été éduqué, comment tes parents t'ont fait voir les films d'animation. C'est sûr que si tu vas voir du coup Voyage de Chihiro pour la première fois, le premier film que tu vois d'animation quand tu es petit, je pense pas que ce soit la meilleure idée. Après, je sais pas, je pense que ça dépend de chaque individu, encore une fois. Voilà. Mais par exemple, vous, les films que vous avez vus en boucle quand vous étiez petit, vous aviez des cassettes encore ou quoi Oui. c'est quoi le film que vous avez le plus regardé en boucle? Alors moi, c'était chez ma grand-mère. On avait 2 cassettes, et Laura Lion et Bernard et Bianca. Ah oui. Et du coup, on les passait en boucle. C'était les 2 seules cassettes qu'on avait, donc je les ai vus un paquet de fois. Et toi, Laura? J'ai regardé énormément, je pense, La Petite Sirène, quand même, Pocahontas et l'Eldorado, je crois que ça s'appelait comme ça, l'Eldorado, je sais pas si vous vous souvenez. Lui, je l'avais aussi chez ma grand-mère et on le regardait très souvent pour les vacances de famille, je l'adorais. Moi, aucun. Je n'ai jamais regardé de film d'animation en boucle quand j'étais petit. J'aimais pas? Si, j'aimais, mais je pense qu'une fois ça suffisait. Sauf que quand j'étais avec mes amis d'école et tout, mais sinon... T'avais pas 2 cassettes et t'étais obligé de les mater, quoi? Non. Non, J'avais rarement des cassettes. J'en avais même pas du tout, je crois. Faut demander à mes parents, mais je crois que j'en avais pas. Et non, c'était qu'à partir du collège où j'ai commencé à voir en boucle beaucoup de films. Mais du coup, là, j'étais beaucoup plus vieux, c'était beaucoup plus récent. Donc, les films qui vous ont marqué, et vous êtes super content d'en parler encore aujourd'hui, ou même les derniers films d'animation que vous avez regardés, qui vous ont marqué et qui sont même dans vos films préférés, par exemple? Moi, je pense que c'est Saul. Oui. Parce que je crois que pour moi, c'est le film qui est vraiment, genre, il y a une patte cinématographique, notamment Cinémascope, du coup, qui est vraiment une
une mise en lumière et une cinématographie qui est totalement différente des autres Pixar qu'il y a eu avant. Bon, même bien que maintenant ce soit plus récurrent, mais que bien que ce soit le message donné lors du film ou même juste l'aspect visuel du film de manière générale, je trouve ça ouf. Et surtout que c'est un très très beau film visuellement et moralement, je dirais, dans le message, dans le scénario. Et si vous aimez la musique aussi, c'est magnifique. Oui. Trop bien. Voilà. Et il joue réellement. Voilà. Ce sont les vraies touches qui touchent du coup lorsqu'il joue du piano, même du violon. Ouais, dans l'animation, dans l'animation, voilà. Ils se sont inspirés Il y a eu des artistes qui ont du coup joué exactement les mêmes notes et les animateurs ont dû du coup animer les mêmes notes. Ça doit être compliqué quand même de leur faire pire en même temps. Vous me corrigez si je dis une bêtise, mais les films sur la musique, c'est très compliqué à animer. C'est très compliqué à mettre en avant. Non, pas à mettre en avant, à mettre en place. C'est comme Coco aussi, pour la guitare, j'avais vu aussi que... le même système qui est utilisé dans Soul a été utilisé dans Coco. Oui. Là, c'est super bien fait parce que ça a été vraiment travaillé, ils ont regardé la position des doigts. En fait, c'est pas évident pour les animateurs parce que c'est pas leur métier en fait, musicien. Donc c'est très difficile de savoir où les musiciens posent leurs doigts, etc. Donc là, c'est du travail d'analyse, mais du coup... Il y a un système derrière qui a été mis en place pour justement permettre à ces animateurs du coup de travailler comme s'ils travaillaient du coup de la vraie musique avec des vrais instruments. Et voilà. Parce que c'est énormément de petits mouvements et beaucoup de... Ouais. D'accord. Laura? Qu'est-ce qui m'a marqué? Mais du coup, quand j'étais petite ou récemment? Les deux. Un récent, qui t'a marqué. Quand j'étais petite, moi il y avait 2 dessins animés dont tu as déjà parlé, Roxy Rookie et Bambi, où les deux m'ont fait énormément pleurer, 2 scènes. Je pense que c'est les 2 dessins animés où j'ai le plus pleuré. Bon, Bambi évidemment, comme vous savez, voilà, c'est la mère qui meurt sous les coups du chasseur, ça m'avait énormément marqué. Et d'ailleurs je l'ai revu il n'y a pas si longtemps et je me suis remise à pleurer comme une madeleine, donc je me suis dit comme quoi, je suis toujours aussi émue par ça. Et dans Roxy Rookie, c'est quand... pareil, il y a toujours l'histoire d'un chasseur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'aime pas trop les chasseurs. Donc peut-être lui aussi. Mais t'as la grand-mère qui a recueilli Rox. Et elle sait qu'en fait, le chasseur sait où il habite et qu'il peut venir le tuer. Et du coup, pour protéger Rox, elle l'emmène dans la voiture et elle va le lâcher dans la forêt tout seul. Et elle est là sur la route et elle pleure parce qu'elle sait qu'elle va le lâcher. Et je trouve ça tellement triste cette scène. Enfin, limite, rien que d'en parler, je pourrais en pleurer. Donc, voilà. Et je sais pas, ces 2 scènes m'ont trop marqué. Et puis aujourd'hui, c'est peut-être pour ça aussi que déjà j'adore les renards. Du coup, je suis trop contente d'être à Londres, parce qu'il y en a partout. Et que j'aime pas trop la chasse, que j'aime la protection des animaux. Voilà. Je pense que ça a joué aussi. Moi, alors, rien à voir, mais c'est un film qui m'a marqué, mais dans le sens où c'est ce qui m'a fait aimer vraiment le cinéma d'animation et qui m'a fait vouloir travailler là-dedans. C'est Dragon de DreamWorks. Et moi, j'aime les trois films, mais surtout le premier qui m'avait vraiment beaucoup marqué. Aussi, je pense parce que ça sortait vraiment du schéma de films Disney avec des princesses, etc. Et du coup, le côté vraiment un peu épique, avec des vikings, des villages vikings et des dragons, je trouvais ça trop cool. Et après, même visuellement, je trouve qu'il est super, l'animation est top. Voilà, vraiment, c'est un film qui m'avait marqué. Et je m'étais dit, ok, du coup, l'animation, c'est pas juste pour les enfants et on peut aimer ça. Parce que je l'ai vu assez tard, je sais pas quel âge j'avais. Et vraiment, je me suis dit, waouh, ok, c'est trop cool, j'en veux plus. Et ouais, c'est ce qui m'a vraiment fait aimer l'animation, je pense. Ouais. Puis c'est intéressant aussi ce que tu as dit, pas que ça sortait du schéma classique de la princesse qui doit se faire sauver par le prince, parce que ça, quand même, les premiers dessins animés que j'ai vus, c'était quand même très souvent ça, Cendrillon, La Belle au bois dormant, Blanche-Neige. Dans les premiers films qu'on regardait quand on était petit, les premiers qui étaient plutôt sortis, c'était souvent ça, quoi. En tout cas, l'image classique de Disney. Ouais. Ce qui est cool, c'est que Disney maintenant il change et moi je préfère. Il y a un peu toujours cette image classique de Disney dans les films d'animation de Disney. Oui, mais ils essaient de changer. Moi je Sauf penche plus pour Pixar parce que je préfère Pixar et
Mais Ah ils oui. essayent, j'ai l'impression qu'ils essayent de changer, même d'inclure les minorités et tout. Je pense que Raya, Soul ont été de bons exemples, notamment ils mettent en avant des minorités, sauf que Raya du coup c'est fait par Disney et Soul de Pixar, mais en soi c'est la même branche quoi. Mais du coup c'est mettre en avant des minorités, mais je pense que ils l'ont bien fait quoi. Ouais, mais En tout après, cas dans le film d'animation. c'est le schéma classique et c'est comme ça qu'ils sont fait connaître aussi. Ah oui, Et- faut pas la recette du coup. Et c'est non, mais c'est tiré aussi des histoires. Disney ils se sont inspirés des histoires qui étaient sorties. La Belle au bois dormant, c'est des contes, c'est des contes des frères Grimm. Oui, J'ai aucune il idée. doit y en avoir plusieurs. Je connais pas l'histoire du coup. d'ailleurs, des Grimm, les films. contes de Perrault. Oui, c'est ça. Ouais, c'est tiré les de contes d'Andersen. Il doit y en avoir plusieurs. Je ne Ouais. saurais pas dire lesquels exactement. Mais... Donc ouais, moi c'était Coco qui m'a marqué. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Et après, bon, c'est pas vraiment des films d'animation, c'est plus des dessins animés ou des séries d'animation. C'est Rick et Morty. Et c'est l'aspect où je me suis dit, ben, en fait, étant petite, j'aurais rien compris. Et même les Simpsons, pour moi, il y a plein d'enfants qui regardent ça. Et pour moi, bah, tu peux comprendre et tu peux avoir plein de facettes, mais il y a tellement tout un monde qui s'ouvre à toi quand tu comprends ce que les personnages vivent, et même quand tu es adulte. Bah, il y a plein de références, il y a plein de des sous-trucs, et même tu les regardes plusieurs fois, tu recomprends d'autres trucs. Bah, moi, Shrek, je les ai vus en boucle, et quand je les ai revus plus tard, je me suis dit, mais en fait, il y avait plein de trucs que j'avais pas compris. Il y avait des petites rêves comme ça. oui, il y a plusieurs degrés de C'est lecture. normal. Donc ça, c'était intéressant, mais il y a pas mal de préjugés sur la 3D. Et ce qui est dommage aussi, c'est ce qu'on a bien vu. Donner le nom d'un artiste ou de quelqu'un qui a bossé sur un film d'animation, c'est impossible. Alors qu'un film, c'est quand même plus simple, un réalisateur, c'est plus simple. Mais même un réalisateur de film d'animation, je serais incapable d'en donner. Non. Et c'est important de mettre en avant les gens qui sont derrière tout ça. Mais du coup, il faut les mettre en avant, mais il y a aussi pas mal de préjugés. Et il y en a un, c'est est-ce que ça enlève la poétique et l'âme d'un film quand il y a de la 3D? Non, je puisque pense comme pas, du coup je ressors ce que j'avais dit tout début, c'est que ce qui fait ton film, c'est pas forcément, enfin le visuel c'est une partie de ce qui fait que ton film fonctionne, mais raconte quelque chose, mais c'est en premier lieu ton histoire, qu'il soit fait en 2D ou en 3D, peu importe. C'est à partir du moment où le message est clair et net et que le spectateur arrive à le comprendre, c'est que ça marche. Enfin, je dirais de mon point de vue, je dirais pas que c'est pas du tout objectif, mais je dirais que c'est comme ça que ça marche. Je veux dire que tu regardes n'importe quel film qui soit fait en 2D ou en 3D, l'effet ne change pas. Alors effectivement, ton opinion sur le visuel pourra changer selon tes goûts, mais si le message est le même, dans ce cas, le film fonctionne. Ouais. Oui, je suis d'accord. Enfin, je pense que en premier lieu, tu as l'histoire et la technique que tu vas utiliser. Tout à l'heure, tu parlais de ce côté pastel, etc., qui venait apporter de la poétique. Justement, en fonction de la technique que tu vas utiliser, ça doit soutenir l'histoire que tu racontes, etc. Donc, si ça marche et que le visuel fonctionne avec ton histoire et te transporte, je pense que c'est réussi, que ce soit de la 3D ou pas. C'est pour ça que lorsqu'on était à l'école, il y a eu un moment, donc la dernière phase du coup de notre programme à notre école, c'était de réaliser un court-métrage. Et la première étape, ce serait du coup de décrire le scénario. C'est pour ça que peu importe le visuel que tu auras, ton scénario aura genre un début, un milieu, une fin et racontera quelque chose. Et ensuite, il faudra juste que le son et l'image accompagnent ton scénario. Mais c'est en premier lieu la structure de ton scénario qui gère tout ce qu'il y a, quoi. Un peu comme un film normal, donc la 3D c'est juste une technique. C'est un support. Ouais, c'est un support, quoi. C'est comme filmer avec une caméra, tant que le scénario ne suit pas, la caméra va pas apporter l'émotion, quoi. Après, le message visuel peut changer en fonction de la façon dont tu présentes ton travail. Il y a des films qui sont filmés juste en une seule séquence, et des films qui sont filmés avec uniquement des plans de drone, et des films qui sont filmés avec uniquement des plans caméra à épaule, notamment en Rec et au Chronicles par exemple. C'est pour ça, je dirais que ça apporte, ça
ça met un support au scénario Mm. et ça raconte vraiment quelque chose avec cette méthode de film. Parce que vous, en 3D, vous vous basez sur la caméra aussi. Vous avez une De caméra toute façon, en virtuelle. fait, c'est en bien ça 3D, c'est comme sur un set de prise de vue réelle. Mm. On a notre caméra, on a nos lumières. En fait, tout est dans un espace 3D, mais c'est pareil. On vient positionner notre caméra, on vient l'animer, si c'est un plan séquence ou si c'est... Enfin voilà, on vient animer notre mouvement de caméra. C'est tout pareil en fait. Ouais, donc vous pouvez avoir une caméra qui bouge, par exemple Ouais. comme dans Rec, caméra épaule. Quoi. Et Ouais, même ouais, souvent, en général, ce qui est fait, c'est quand on a ce genre de mouvement assez complexe à réaliser en 3D, on vient prendre une vraie caméra, on vient faire le mouvement en prise de vue réelle, Ouais. et ensuite, en fait, on importe, on insère notre caméra dans notre espace 3D, enfin dans ou notre logiciel, peu importe, et on récupère en fait les données de mouvement. Comme un calque, là, vous faites. Non, je sais pas si on peut dire ça. Un petit peu, c'est plus des positions mathématiques dans l'espace en fait, Ok. des positions 3D. Bah, c'est un peu où- comme un calque du coup, sauf Ouais. que là, parce que c'est en 2D, c'est en 3D, donc tu recopies exactement la position et la taille de ta caméra et tu la places dans ton environnement 3D. C'est pour avoir le mouvement, c'est bien ça. Ouais, pour Ouais, voilà. récupérer. Ou même des fois c'est fait après en compositing. Enfin, Il y a plein de choses. en il y 2D, a ça plein peut de être fait. façons de En fait, ça faire peut être votre- fait ta de caméra. plein de manières. Mais souvent, du coup, oui, on vient récupérer des vraies données de mouvement et qu'on vient refaire en 2D ou en 3D. Ouais. Donc on peut dire qu'en 3D, on est plus libre de faire ce qu'on veut. Donc on peut, soi, on oui, peut faire et c'est n'importe sur- quoi en gros. Bah, par exemple, oui, c'est notamment pour ça qu'aujourd'hui, qu'on prenne les Marvel ou Les plans drone sur des villes futuristes ou des grands océans, c'est un peu compliqué à faire. Pas forcément par moyen, mais c'est plus budget et temps. Mm. Et c'est... Après, niveau coût, Et je ne sais niveau- pas. Bah, c'est aussi au niveau flexibilité, pour avoir exactement ce qu'ils veulent visuellement, etc. Les C'est beaucoup lumières, plus simple. ouais. On peut tout remodifier. C'est Simple, je ne sais pas. Non, mais quand je dis c'est plus simple, c'est vrai que si on doit comparer le VRL, oui, effectivement, c'est beaucoup je parle d'un plus point de vue simple. pour atteindre ce que veut un Oui. réalisateur. Oui, ça, c'est sûr. Tu peux beaucoup plus retoucher, modifier que. Voilà. Mais souvent vous devez être spécialisé aussi, non? Parce que par exemple là quand tu dis tu as un lighting, du coup tu es spécialisé en lighting et tu vas pas faire, je sais pas, tu me redis, mais tu vas pas faire de texturing ou de... Oui. Ouais. Oui, mais par exemple, peut-être dans un petit studio, je serais amenée à faire autant de la texture que jusqu'à la finalisation de l'image. Ouais. Ça Mais va vraiment dépendre. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que maintenant les studios recherchent de moins en moins de gens spécialisés ou, je dirais plutôt, qu'ils recherchent de plus en plus de gens qui sont multitâches. Ouais, c'est un peu pareil dans Puisque- tous les métiers quoi. Ouais. Voilà. Je dirais que c'est quand même logique de toute façon pour eux, de manière budgétaire en soi. Mais oui, en général maintenant, surtout en film, donc du coup film vraiment pur film et série télé, les gens sont énormément spécialisés, sauf mis à part ceux qui sont dans la section environnement, ils font à peu près quasiment de tout, donc on les appelle les généralistes quoi. Mais dans le monde de la pub, beaucoup de gens sont généralistes aussi. Par exemple, moi je suis asset généraliste, donc je fais modeling, texturing et look development, alors qu'en film, je peux être que modeling ou texturing ou look development, ou bien texturing et look development, ou ça peut être look development et lighting, puisque ça se rapproche un peu. Donc en fait, ça varie énormément selon les studios et selon le département du coup de l'industrie. Voilà. Comment on sait si un film est en 2D ou en 3D? Tu regardes la façon dont c'est animé. Parce que Ouais. en soi, oui, c'est plus ou moins fluide, parce qu'il y a toujours un aspect un peu saccadé dans les animations 2D, les animés enfin animés, les films comme Spider-Man, Spider-Verse, ou bien les Ghibli. Il y a souvent des animations qui sont saccadées, puisque c'est pas fait au frame par frame, mais c'est fait en fonction de l'animation ou du mouvement. Mais si tu vois que c'est plus ou moins fluide, et que vraiment il n'y a rien qui saute, ça veut dire que c'est la 3D. Enfin, je pense que tout le monde le perçoit un peu de cette façon. Enfin, surtout nous. Ouais. Ouais, je pense Après, que moi, je remarquerai pas. Hein. ouais, après, voilà, mais même ça, tu vois, tu peux très bien avoir du film d'animation qui a été animé en 12 images par seconde au lieu d'être animé en 24. Donc, qui aura un effet un peu saccadé, comme tu dis. Et
ça peut quand même être de la 3D, mais... Non, du coup, vous, en 3D, vous avez combien d'images par seconde? 25, 3D? 24 24, 25, 24, 23, 23, 900. Vous montez pas 79, plus 50 Alors, en général, Bah, c'est plus, alors, je suis pas animateur, mais plus tu augmentes le framing Oui, en plus soi, c'est lourd, mais... plus tu dois animer de frames. Oui, du coup. mais genre, Ouais. tu pourrais Après, ça, dupliquer 2 fois... Alors ça marche pas trop comme ça. Je Mais, sais- enfin, je sais pas, en c'est- fait, moi un peu du coup, je ne sais pas, mais je dirais que étant donné qu'on se concorde au format du coup cinéma. Du coup, si les shots ont été filmés en 25 fps Ouais. ou 24, il est préférable d'animer en 24 ou 25. C'est Mais là où tu vas avoir de l'animation plus... Enfin, ce sera dans le jeu vidéo, par exemple, en 60, etc. Mais, 60, Ouais. 120, 240. Enfin, ça augmente énormément puisque c'est beaucoup plus fluide. Mais là, c'est du rajout de frame. Ouais, parce que nous, en vidéo, on rajoute plus d'images quand on va faire des ralentis ou... Ouais, c'est exactement ça. Mais vous, en 3D, vous avez pas besoin. S'il faut faire des ralentis, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire des ralentis, mais si tu veux faire un ralenti en 3D, c'est soit tu animes vraiment le ralenti pour de vrai, Genre doucement, comme si... Exactement. Ok. soit tu animes en 60 fps, et dans ce cas, tu ralentis à la fin. C'est quoi FPS? Frame per second, Ah, d'accord. c'est image par seconde. ouais, Quoi. Ok, ok. Ouais, Là, tu vois, par exemple, tu parlais tout à l'heure de faire défiler des images animées avec des flickbooks ou ce genre de trucs. En fait, en 1 seconde, ça veut dire que tu en as 24 qui ont défilé. Ouais. Et du coup, ça fait que à partir d'à peu près 24, ouais, tu as un mouvement qui est assez C'est fluide et vrai. tu te rends plus C'est compte pour ça que que ça bouge. En animation 2D, notamment les films d'animation old school 2D, il n'y a pas 24 images dessinées par seconde. C'est souvent des coupures, c'est des raccourcis en soi qui sont faits. Mais du coup, nous, en tout cas en 3D, on peut rajouter ces 24 images, puisqu'on anime en 3D. Du coup, tout est fluide. Tout est fluide. Donc, Smooth. voilà, smooth. Mais ouais, du coup, ça peut être du 12 aussi, ça peut être du 15. Ça dépend vraiment de l'intention, je dirais, visuelle, le message que tu vas passer dans ton film. Mais est-ce que c'est possible, en tout cas pour Laura et moi, de voir dans un film, parce que vous, peut-être, toi tu me disais que t'arrivais même visuellement à voir la différence. Moi je sais pas si j'arriverais à voir la différence Pas entre... forcément. Après, ça Ça dépend. Même nous, des dépend fois, on la voit énormément, pas oui. forcément Des toujours. fois, Si c'est hyper bien fait. Joker, il y a énormément de 3D, pourtant, parfois on le capte pas. Ouais. Dans Joker, le film. Le film avec Joaquin Phoenix. Ouais, Joaquin Phoenix. Ouais. Et la 3D Oui. Donc, Mhm. à quel moment? Généralement, c'est quand tu as des plans larges sur la ville de New York, je crois. C'est New York? C'est Gotham. Ouais, c'est New York, ouais. C'est New York. Du coup, c'est ça. Voilà, il y a beaucoup de plans Ah. larges où il y a la 3D qui est utilisée. 3D ou pas, ou ça peut juste des images rajoutées, mais Pour l'effet de profondeur ou... Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai que non, ça se voit pas par rapport à... Là, je regardais il y a pas longtemps la série Ring of Power, où là, quand t'arrives sur une nouvelle ville, enfin, là, ça se voit. Ah, bah que là, c'est oui, beau oui, être 3D, ouais. Ouais. c'est vrai que oui, ouais. Bah après, c'est quand c'est des plans de drone, Ouais. quand c'est très très fluide, tu le vois, mais je dirais que sur des shots normaux, il se peut que la 3D ne soit pas du tout visible. Mm. Mais c'est le but, du coup. Mais du coup, plus on rentre dans l'univers sans voir ce qu'il y a, mieux est fait le film en fait finalement. Plus les artistes Bah, auront plus de temps pour le faire. 1917, il y a énormément de 3D par exemple. Ouais, on dirait pas. Moi j'étais à fond. Et ouais, non, mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, ouais, non, il y a beaucoup de films. On a l'impression qu'il n'y a pas du tout de 3D, mais non, il y a First Man, il y a beaucoup de 3D. Après, c'est normal, vu que ce soit la Lune, mais Joker aussi. The Batman, pareil. Mm. Mais après, il y a beaucoup de shots où ils ont voulu faire de la prise de vue réelle. Mais non, mais je pense que mieux c'est fait. Comment tu t'en rends compte? Non, mieux c'est fait et moins tu t'en rends compte. Oui, c'est Ah, t'as dit ok, pardon. C'est ce que j'allais Ah, dire. ça, pardon. Donc normalement ça devrait être tout le temps comme ça en fait. Normalement, ouais. Ouais. Après, sauf s'il y a un aspect, sauf s'il y a un intérêt particulier à un film particulier qui veut faire en sorte que ce soit vraiment de la 3D, enfin que ce soit visible. Dans ce cas, oui, mais sinon, oui, je pense que le but, c'est en tout cas pour les films qui se veulent être photoréalistes, oui, on essaie de pas avoir la 3D, quoi. C'est le but. Photoréaliste, c'est pour que ça soit le plus Proche de la représentatif réalité, de la peut-être. réalité, Ouais, c'est bien ça? oui, t'as réalisme et photoréalisme, donc on va pas se pencher là-dessus, mais je pense que dire que photoréalisme, c'est plus pour se rapprocher de la vie réelle, quoi.
Donc voilà, là on part sur la plupart des films maintenant ils utilisent de la 3D. Est-ce qu'on peut pas dire que ça devient des films d'animation? Je dirais pas, non. Non, je pense pas. Si le but est étant photoréaliste, ce n'est pas un film d'animation pour moi. C'est un film photoréaliste. Surtout que sur le terme animation, tu as un principe de des gens qui vont venir animer. Et du coup, sur un film photoréaliste, t'auras pas ça, parce que tu vas avoir des vrais acteurs derrière. Même s'il peut y avoir autant que 3D que tu veux, il y a forcément des acteurs derrière sur fond vert qui vont faire tout ce qui est acting. Donc ça va être, je pense, la différence majeure avec un film d'animation. Du coup, par exemple, si tu prends Le Roi Lion, le dernier Roi Lion qui est sorti, du coup, tu penses que c'est un film d'animation le film ou tu penses que c'est un film du coup live action? Enfin, c'est considéré live action, hein, évidemment, mais parce que c'est photoréaliste. Mais c'est moins considéré comme étant un film d'animation. Comme Avatar. Mais Avatar, il y a des gens qui jouent. Oui, ont été, mais puis même si je te coupe tous les clips où il y a les gens de la vie réelle qui sont présents dans le film et que je te mets uniquement les shots avec les avatars, enfin c'est ça, non, comment ça s'appelle, les créatures bleues ou les navis. Voilà, c'est ça. Les navis. J'ai plus. Et du coup, ça reste quand même un film live action. Pour moi, en tout cas, je dirais. Avatar, tu parles? Oui, Avatar. Alors que si tu prends un film... Je pense que le film d'animation a vraiment sa définition spécifique de film d'animation. Qu'est-ce qui détermine un film d'animation? Donc si on fait ce rapprochement, les films, pour être bien clair, les films d'animation n'auront jamais de vrais acteurs qui filment les... Alors, exception, si tu prends par exemple les films qui mixent un peu les deux, comme comment ça s'appelait, Roger Rabbit ou Je sais pas, j'ai pas vu. Zut. J'ai plus les autres refs, mais c'est des films, tu vas avoir un film prise de vue réelle avec une intégration d'animation dedans. Donc ça existe aussi. Mais Ok. Ouais, ça remonte dans Harry Potter quand il raconte là, les reliques de la mort. Je sais pas si oui, là t'as une intégration de... C'est léger, hein, c'est juste ça dure 10 minutes. Oui, mais pour le coup, c'est séparé. Tu vas avoir le côté film de prise de vue réelle, tu vas avoir un passage en animation et film de prise de vue réelle. Mais là, par exemple, mais je crois que c'est Roger Rabbit, je ne veux pas dire de bêtises, où tu as vraiment l'intégration. Ça coexiste. Oui, ça coexiste. Donc, les personnages vont se rencontrer, se croiser. Tom et Jerry. Oui. Le film Tom et Jerry qui est sorti il y a pas si longtemps. Mais du coup, tout est prise de vue réelle, sauf du coup le Tom et Jerry. Voilà. Mais c'est comme il y avait des dessins animés comme ça, ou même il y a un film avec le basketteur qui font Space Jam. Space Jam. Et ça, c'est un mélange entre dessin animé Space Jam de base, c'est avec Michael Jordan. Oui, voilà. Et là, le plus récent, c'est avec LeBron James, je crois. Des basketteurs, quoi. Et donc du coup, le principe est que c'est des vrais acteurs et qui sont dans un monde virtuel avec des cartoons, quoi. Et du coup, tout est animé, mais il y a quand même un acteur. Mais ça reste un dessin animé, un film animé ou un film? Après, je pense que la limite, ça va être à partir du moment où tu as plus d'animation. Oui, voilà, s'il y a plus d'animation, c'est que d'animation. S'il y a plus de prise de vue réelle, c'est que c'est un film live action réel, quoi, réaliste. Live action par rapport à... Tu peux redire ce que c'est? Live action, c'est juste réaliste, quoi. Enfin, c'est photoréaliste. Photoréaliste, mais avec de l'animation derrière. Non, juste le Roi Lion, le dernier Roi Lion qui est sorti en 3D, c'est live action parce que c'est photoréaliste. Le livre de la jungle aussi, c'est ça? Il y a le livre de la jungle aussi, Même si là, effectivement, les 3 quarts des trucs, ça a été de la 3D, t'as juste l'acteur. Oui, l'acteur qui... Mais du coup... Ok. Vous, du coup, vous voyez des fois un peu ah ouais, là, il a dû faire ci, faire ça pour ce rendu. Mais du coup, est-ce que quand vous regardez un film au début, est-ce que vous le re-regardez une deuxième fois pour regarder la technique? Ça arrive, ouais. Mais même déjà au premier visionnage, entre maintenant et quand j'étais plus jeune et que je connaissais rien du tout à l'industrie, je regarde pas les films de la même manière, ouais. Est-ce que ça a pas enlevé de la magie quand même? Alors, magie, non. Enfin, oui, non, parce que du coup, c'est... Comment dire, on s'y connaît beaucoup plus sur comment ça a été fait, et du coup, il y a un autre aspect intéressant à regarder le film. Il n'y a pas juste, c'est juste un rajout dans ta réflexion, quoi. Mais de base, c'est est-ce que je comprends le film dans son scénario? Si la 3D t'enlève du film, c'est qu'il y a un problème. Oui. C'est que vraiment le cerveau ne fonctionne pas et que
voilà, il y a beaucoup de films dont la 3D est vachement présente et visible, mais ça veut pas dire que le film est mauvais en soi Ouais, ou que mais parce ça, que des en fait, fois- ça t'enlève la magie de... Des fois, il peut y avoir le truc de oh, ce plan, il était trop bien, je veux savoir comment ils l'ont fait. Voilà. Ou il y a une patte trop chouette sur tout le film. J'aimerais bien savoir donc, comment au c'est contraire, stylisé. ça- Donc, ouais, non, il y a un aspect. Je pense que tu dis, ah, bah voilà, là, il y a 3D, ça se voit. Ouais. C'est pas grave. Enfin, nous, on le voit parce qu'on fait la 3D, on se dit, ah, c'est moche, ah, c'est beau. Ah oui, parce qu'on est dedans. Mais je dirais, pour les gens qui ne sont pas dans ce milieu-là, ça devrait pas être gênant, en fait, justement. En vrai, c'est le même souci en vidéo. Quand on a fait en BTS, on avait de la CA, c'est de la culture artistique audiovisuelle, et on regardait des séquences et on devait tout analyser, le son, la lumière, l'image. Et on a tellement fait ça pendant 2 ans que après, dès qu'on regardait un film, on voyait que les trucs qui n'allaient pas, on voyait les lumières, ah ok, ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça. Et ouais, il y a un moment où, moi en tout cas, j'ai dû prendre un peu de recul parce que sinon je faisais que analyser. Et au bout d'un moment, tu profites plus du film, quoi. Donc je pense que c'est un peu pareil pour vous. Ça a été un peu pareil pour vous au début, mais... Parce qu'on apprend, donc du coup, je dirais que c'est limite normal. Ça enlève en rien du tout la magie du film ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on se dit, voilà, on a beaucoup plus de connaissances dans ce milieu, donc on sait repérer les choses qui ont été faites de cette manière. Mais est-ce que... Au contraire, ça rajoute des références. Un intérêt aussi. Oui, genre moi ça m'arrive de me dire waouh, ce lighting il est trop beau, ça accentue l'émotion, c'est une super référence, je vais le garder dans un coin et voilà. Je pense que ça ne peut être que positif, normalement. Je m'éloigne un peu du sujet, enfin du département, mais c'est un peu comme les métiers des services publics, que ce soit les policiers, les pompiers, les médecins. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mis en valeur. Alors qu'ils font du coup la moitié, enfin les 3/4 de, donc ils sauvent les gens, ils sauvent des vies quoi. Donc du coup je me dis, mais bon après c'est sûr qu'on va pas passer notre temps à comme nous tu vois, on s'écoule quand on monte ce qu'on fait, les gens sont contents, mais voilà quoi. c'est du dessin sur ordinateur du coup, voilà. C'est tout aussi important, même si vous sauvez pas des vies. Vous sauvez des enfances peut-être. Mais en moi vrai, non. Après même sans parler. oui. Même sans parler des noms, c'est déjà savoir, que les gens sachent qu'il y a des métiers, Ça existe, tout un quoi. tas de métiers et que ça existe en fait derrière et qu'il n'y a pas juste des acteurs, un réalisateur et boum, on appuie sur un bouton et le film est fait quoi. C'est Ça stylé, mais bon, on n'aura pas de taf quoi. C'est tout. Je trouve ça hyper important d'en parler parce que ça donne des vocations aussi. Enfin, moi, si j'avais su tout ça, peut-être que je me serais posé des questions, tu vois. Ah mais c'est plus après dans la réflexion, peut-être que quand tu iras au cinéma maintenant ou quand tu auras des séries télé, tu diras ah ouais, donc il y a des gens qui ont fait ça derrière et voilà, et donc c'est parce qu'il y a des heures et des jours, des mois de travail juste pour travailler sur une seule séquence. Voilà, donc du coup là ce soir on a un peu vu tous les aspects des films d'animation et pris en compte l'effet 3D et avec 2 super 3D artistes qui ont pu nous en dire un peu plus. Avec Laura on a pu découvrir un peu plus là-dessus et du coup je vous remercie d'être venue. Merci. Et merci à vous. Et Je pense Merci également. et à bientôt peut-être.